Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la page de Bobitanap officielle. Connectez-vous, voilà. C'est un direct vite fait. Bonjour à tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Salut à tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir en ce temps de midi. Je profite de ma petite pause pour faire ce petit direct, pour remercier le peuple camerounais de la diaspora. Donc, je fais ce direct pour remercier le peuple camerounais de la diaspora. Bonjour Folap Moses, bonjour à toi. Donc, je disais, c'est un direct vite fait de remerciements pour la grande mobilisation. Bonjour Eugénie Patricia, bonjour. Bon début de semaine à vous, et bienvenue sur la page. Une minute, j'arrive. Ok. Désolé, j'avais un coup de fil. Donc, je disais, bienvenue sur la page de Bobitanap. Je fais ce direct pour vous remercier, tout le peuple camerounais qui s'est rendu à Paris samedi le 3 pour dénoncer une fois de plus la dictature de Paul Biya. Samedi le 3, nous avons sur la page de Bobitanap, nous avons fait des directs de mobilisation, nous avons fait des directs de sensibilisation. Bonjour Alain, je suis très contente ce matin, je suis vraiment contente ce matin parce que ce qui s'est passé à Paris samedi était extraordinaire, était vraiment extraordinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait des directs ici avec vous pour sensibiliser, pour vous amener à partir à Paris. Et vous avez entendu, vous avez, voilà, vous vous êtes rendu à Paris. Paris a été pris samedi. La place de la République était noire de monde. Le samedi. Je suis arrivée à Paris j'étais à Paris déjà le vendredi. Parce que nous, les Bobitanap, on avait fait un courrier pour remettre au FMI. Donc, le courrier a été remis au FMI le vendredi. Le courrier a été remis au FMI le vendredi par rapport à dénoncer la gestion catastrophique, frauduleuse, nébuleuse de l'argent public au Cameroun. Les Bobitanap étaient au FMI le vendredi pour remettre ce courrier. Et nous avons dit au FMI que si rien n'est fait par rapport à la revendication, par rapport aux dénonciations, nous allons mener une action Bobitanap à Paris. Donc sachez que nous sommes en train d'attendre. Si on n'a pas de bonnes informations, les Bobitanap se rendront à Paris pour une action Bobitanap pour réclamer la restitution, pour réclamer la sanction, pour réclamer la transparence, pour réclamer la bonne gestion, et que le FMI mette la pression sur les gouvernants, que le FMI sanctionne le gouvernement génocidaire, dilapideur de Paul Biya. Nous nous sommes exprimés et ils nous ont dit ok, on a compris. Maintenant, voilà, on attend de voir ce qui va se passer. Et comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de bonnes nouvelles, il y aura une action au FMI. Parce qu'on n'a pas oublié les 180 milliards. On n'a pas oublié. Notre pays est au fond de la misère comme ça, à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de la mauvaise gestion des fonds publics. Il y a des gens qui prennent du plaisir
à dilapider. Il y a des gens qui prennent du plaisir à prendre de l'argent public, l'argent pour réaliser des projets, l'argent pour améliorer les conditions de vie des citoyens, pour mettre dans les poches, pour gonfler les comptes en banque. Depuis des années, ça fait 40 ans que ça dure, que des gens prennent l'argent des projets, que les gens prennent l'argent des constructions de routes, des hôpitaux, des stades et mettent dans leurs poches et que rien n'est fait au niveau de la population et que le FMI continue toujours à donner de l'argent au Cameroun. Mais sachez que le FMI nous a expliqué que quand il y a un problème comme le Covid, le FMI décide d'aider les pays qui sont dans le besoin. Donc ce n'est pas que le Cameroun est un pays privilégié. Le FMI décide d'aider les pays qui sont dans le besoin parce que le FMI, qu'est-ce que le FMI fait? Le FMI est comme une garantie. Donc le FMI, c'est comme si par exemple tu vas prêter l'argent quelque part et quelqu'un te dit, bon là on ne peut pas, comme une caution. Le FMI est comme une caution. Donc le FMI, sa caution c'est quoi? C'est de pouvoir aider les pays à se développer. Donc le FMI demande aux banques de prêter l'argent aux pays pour que ces pays-là réalisent les projets de développement. Donc le FMI se dit, ok, il faut que tu donnes l'argent à tel pays. C'est un peu ça. Le FMI, c'est une caution. Ils nous ont expliqué qu'ils sont une caution et que s'ils ont décidé de donner l'argent au Cameroun pour le Covid, c'est parce qu'il y a plusieurs pays africains qui avaient des difficultés par rapport au Covid, par rapport à mettre des trucs en place pour vaincre cette maladie. Ils ont décidé d'aider les pays africains. Et le Cameroun était donc dans la liste des pays africains qu'il fallait aider. C'est pour cette raison que le FMI a donné l'argent aux pays africains, dont le Cameroun. Et malheureusement, comme nous sommes un pays où des gens volent toujours, le scandale est né au Cameroun. Vous n'avez pas entendu un autre pays où on a dit on a volé l'argent du Covid. Vous n'avez pas entendu ça. C'est au Cameroun qu'on est dans un gouvernement de voleurs. Les autres pays ont bien géré leur argent. Ils ont acheté ils ont aidé la population avec cet argent. Mais nous, comme on est avec des voleurs, ils ont volé. Et c'est pour cette raison que nous avons attiré leur attention. Parce que et là, on a recherché des articles qu'on allait leur montrer. Le Cameroun est le deuxième pays le plus corrompu. Est le deuxième pays le plus corrompu. Donc, quand on parle de corruption, ça veut dire qu'il y a le vol, ça veut dire qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et on a donc attiré l'attention du FMI par rapport à cet argent. Et qu'ils ne pensent pas que le Cameroun, c'est un pays, et que le problème du Cameroun est d'abord politique. Le problème du Cameroun est politique. Et nous sommes gouvernés par une dictature. Et tant que cette dictature-là perdure, l'argent qu'ils donneront ne pourra pas servir à la population. Ça, c'est clair. Parce que si on ne dégage pas cette dictature, le FMI ne doit plus nous donner l'argent. C'est ce qu'on leur a dit. Tant que la dictature Biya ne part pas, ça ne sert à rien de leur donner de l'argent. Ça ne sert à rien. Vous devez mettre votre veto. Vous devez mettre votre veto et ne pas leur donner de l'argent. Ça, c'est une solution que nous, on a proposée. Donc, ça, c'était par rapport à l'action du FMI. Et voilà. Et je vais revenir donc à la marche de samedi pour dire la marche a été une réussite. Vous avez vu les images. Vous avez vu les images. Donc, le peuple est sorti. Les Camerounais sont sortis. C'est là où j'ai senti que les gens veulent le changement. Nous voulons tous le changement. Nous voulons tous ce changement. Mais comment on va faire pour arriver à ce changement? C'est la question que chacun doit se poser. On a fait la marche. Oui, la marche a réussi. Mais est-ce qu'on va se limiter là? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelle action allons-nous entreprendre maintenant que, ok, la marche a réussi. Ça fait 2 ans que le Covid nous a empêchés de poursuivre avec confiance le combat. Ça fait 2 ans. Et que cette rentrée, pour moi, c'était une rentrée. Cette rentrée de marche a été un succès parce que le peuple a été mobilisé. Je vais vous dire quelque chose. Parce que quand j'étais à Paris, je suis
Je travaille aussi pour le Bobitana. Donc, quand j'étais à Paris, je suis allée, je faisais un peu de la prospection. C'est la prospection quand on va rencontrer des gens. Bon, la sensibilisation. J'ai fait de la sensibilisation parce que j'allais vers les gens. J'allais vers les gens pour leur parler de United for Cameroun. Et quand j'allais vers les gens, j'ai rencontré des Camerounais qui ont abandonné leurs femmes, leurs enfants, leur travail. Ils venaient de loin. Ils venaient de loin, épuisés. Ils étaient sur la place de la République. Déjà à partir de 10 heures, moi j'étais sur la place de la République. Déjà à partir de 10 heures, les Camerounais étaient déjà sur la place de la République. Chacun avait son sac au dos. Les gens avec leur sac au dos, ils venaient de partout. Les mères d'enfants, les pères d'enfants, les grands-mères, les enfants, les bébés. Vous m'écoutez bien? J'ai dit les pères. Quand je dis les pères, les gens qui ont déjà même 60 ans, 70 ans, ils étaient là. Les mamans, les jeunes filles, les enfants, tous les âges de la société. Les gens étaient sur la place de la République. Certains même ne pouvaient même pas aller. Certains ne pouvaient même pas aller. Vous voyez où il y avait les gens, le spectacle là. Certains n'étaient même pas là-bas. Il fallait aller derrière pour voir les gens qui étaient assis. Vous savez, la place de la République est grande. Il y avait des gens qui ne sont même pas allés se mettre où il y avait le spectacle, là où on faisait les discours. Il y a des gens qui ne sont même pas partis là-bas. Il y a des gens qui étaient assis puisqu'ils étaient fatigués. Ils n'arrivaient même plus à tenir debout. Ils sont allés s'asseoir autour. Il y avait il y avait des places comme ça, ils étaient assis là. C'est là où moi je suis partie. Moi j'ai dit, je veux m'intéresser aux gens qui sont loin là derrière. Et je suis allée vers eux. Et je leur ai demandé, je venais, je te saluais. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Tu es venu pour la manif? Oui, on est là. Nous, je quitte de loin. J'ai pris le train, j'ai pris le bus. Je suis venu ici comme ça. Vraiment, on veut le changement dans notre pays. On est fatigué de la gestion de Paul Biya. On est fatigué de tous les problèmes. On est fatigué, on est fatigué. On veut le changement, on veut le changement. Le seul mot qui était dans leur bouche, c'était le changement. On veut le changement, on veut le changement, on veut le changement. On en a marre. On en a marre. Il ne passe pas un jour sans qu'on nous dise que telle chose s'est passée au Cameroun. Il ne passe pas un jour sans qu'on nous dise que tel ceci s'est passé. Et il y a une maman qui m'a appelé, m'a dit, ma fille, regarde aussi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une femme qu'on a coupé son pied parce que son mari a coupé son pied parce que l'enfant, elle a donné le spaghetti à l'enfant. Elle me dit, ma fille, on est dans quel pays comme ça? Alors si une femme, elle est à l'hôpital, que son mari a coupé son pied parce qu'il n'y a pas de spaghetti, on est où? Pourquoi, Seigneur? La maman là s'est mise à pleurer. Je n'avais même pas le téléphone sur moi pour filmer. Bon, je ne pouvais même pas la filmer. Elle s'est mise à pleurer. Je tremblais comme ça devant elle. Elle me dit, non ma fille, c'est pas possible. C'est quel Cameroun dans lequel nous vivons? Autant d'Aïdjo, il y avait ci. Autant d'Aïdjo, il y avait ça. Autant d'Aïdjo, il y avait ci. Une maman qui a vécu le temps d'Aïdjo. Autant d'Aïdjo, il y avait ci, il y avait ça. Ma fille, on va où? C'est quel Cameroun que vous allez laisser à vos enfants? Imaginez une maman comme ça. Elle avait près de 70 ans. Elle était dépassée, elle était déçue, je ne sais même pas comment dire ça. Elle était vraiment dégoûtée par tout ce qu'elle apprend sur les réseaux. Elle était dégoûtée. Elle se dit, qu'est-ce que moi je peux faire? En dehors de venir comme ça, ma fille, je peux faire quoi? En dehors de venir comme ça, je peux faire quoi, ma fille? J'ai encore la force. C'est vous qui avez la force. C'est vous qui devez soulever ce pays. C'est vous qui devez changer ce pays.
Si vous laissez ce combat, si vous ne faites pas ce combat, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que vos petits frères vont devenir? Qu'est-ce que vos enfants vont devenir? Vos frères qui sont restés au Cameroun, qu'est-ce qu'ils vont devenir si vous laissez ce combat? Et la maman m'a dit, ma fille, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je vous vois vous tirailler sur les réseaux sociaux. Je suis toujours connectée sur presque toutes les pages des combattants. Je vous connais tous. Mais j'ai mal au cœur quand vous vous tiraillez. Quand on dit Stella fait ça, on fait ça, on fait ça. Moi, j'ai mal au cœur. Ma fille, entendez-vous. Entendez-vous, mes enfants. Entendez-vous. C'est le message que je peux te passer. Va dire à tes frères, à tes soeurs, de s'entendre pour mener ce combat. Que le Cameroun va très très mal. Ça, c'est le message que cette maman m'a passé. J'ai dit, maman, oui, je vais faire le direct pour faire passer ton message. Et elle avait l'air tellement fatiguée. Fatiguée, elle venait, elle dit, ma fille, je viens de loin. Je vis en France. Je vis en France, mais pas à Paris. Je viens de loin. Pour être ici, je viens de loin, ma fille. Mais je veux que mon pays change. Donc, chers combattants, j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais. On appelle souvent quoi les non-name. Beaucoup de Camerounais non-name qui m'ont demandé de vous faire passer un message. Le message de l'union dans les actions. Le message du respect entre vous. Le message de ne pas se déchirer sur les réseaux sociaux. Évitons de nous déchirer sur les réseaux sociaux parce que ça fragilise le combat. Ça fragilise le combat. Le citoyen lambda, comme cette maman, comme ce papa, j'ai rencontré au moins une vingtaine. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais ils regardent, ils nous observent, ils suivent les directs. Mais quand on se déchire là, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Non, c'est le message que j'allais vous faire passer aujourd'hui. À ce niveau de la lutte, concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous pour porter ce combat. Pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'appartenir au même groupe. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. On n'est pas obligé d'être pour quelque chose. Mais on est obligé de se respecter. On est obligé de se respecter et on est obligé de ne pas se combattre entre nous. Nous ne sommes pas des opposants. Les combattants ne sont pas des opposants. L'opposant, c'est comme aujourd'hui Paul Biya et le MRC. Ça, c'est l'opposition. Mais si nous avons accepté d'être des combattants, ça veut dire que nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des camarades de lutte et que chacun a son idéologie. Mais on a un seul objectif. On a un objectif dont nous ne sommes pas des opposants. Le RDPC, MRC, c'est l'opposition. Parce que le RDPC veut se maintenir au pouvoir et le MRC veut prendre le pouvoir. Ça, c'est l'opposition. Les combattants entre eux ne sont pas des opposants. Parce que l'objectif du combat, c'est quoi? C'est de pouvoir renverser la dictature. Nous avons un seul objectif, renverser la dictature. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas des opposants. Nous devons être complémentaires. Complémentaires. Si je n'approuve pas ton idée, je ne dois pas la combattre. Écoutez-moi bien. Si je n'approuve pas ton idée, je ne dois pas la combattre. Parce que personne de nous, au jour d'aujourd'hui, après de 4 ans de combat, personne de nous n'a la formule magique qu'on peut utiliser pour renverser la dictature. Aujourd'hui, personne de nous n'a cette formule magique. Toutes
les actions sont indispensables. Nous sommes dans une dictature et nous sommes dans une révolution. Dictature au Cameroun, révolution dans la diaspora. Et tous les actes qui visent à faire trembler le régime. Bonjour Fatima, ça va bien? Ça va bien? Oui, et toi? Ça va, merci. Ouais. C'était ma collègue, hein. C'est pour ça que je ne parlais plus. Bon, elle est partie. Comme je disais, tous les actes que nous posons visent à affaiblir le pouvoir, à exposer le pouvoir. Ce que nous avons fait à Paris samedi avait pour objectif d'exposer le pouvoir, d'exposer Macron, pour que les gens sachent qu'au Cameroun, il y a toujours cette dictature. Pour que les gens sachent qu'au Cameroun, il y a toujours la France, la dictature. Et le fait de demander qu'on libère les prisonniers politiques est aussi très important, même pour le moral de nos frères et sœurs qui sont dans les prisons. Est-ce que vous savez ce qu'ils vivent en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Si on ne fait pas des marches pour demander la libération, quel sera leur moral? Vous pensez que comment ils vont se sentir dans cette prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans ces prisons? Vous vous posez même la question. Vous pensez que parce que vous menez, chacun mène sa vie librement ici, on sort, on va au travail, tu rentres, tu t'occupes de tes enfants, tu travailles, tu t'occupes de tes enfants. Pour vous, la vie est rose. Mais non. Pensez qu'on a des frères là au pays qui sont malades dans les prisons. Des frères qui ont abandonné enfants, maris, à cause de la dictature, qui sont en train de souffrir. Et ne pas se lever pour eux. Est-ce que c'est normal de ne pas se lever pour nos frères qui sont dans les prisons? Quand on se lève comme ça, eux-mêmes, ils regardent les images. Ils sont contents. Ils se disent, non, nous ne sommes pas seuls. Au moins, la diaspora montre aux yeux du monde que Paul Biya détient des honnêtes citoyens dans les prisons. La diaspora montre aux yeux du monde que nous vivons l'enfer au Cameroun, que des centaines de personnes sont dans des prisons et qu'ils n'ont rien fait. Si on ne marche pas, comment est-ce que nos frères vont se sentir dans ces prisons? Vous connaissez l'état psychologique dans lequel ils sont. Pourtant, ils sont là à cause de ce combat que nous-mêmes nous menons. Donc, on va arrêter quelqu'un, on va jeter en prison, on va l'abandonner là-bas. On ne va plus parler de lui. On ne va pas montrer aux yeux du monde que le Cameroun arrête des gens. Chacun va rester chez lui. Mais non, mes frères. Aucune action n'est à négliger dans ce combat. Même si c'est faire le live. En faisant le live, on sensibilise. Même des publications, on dénonce. Donc, respectons ce que les autres font. Même si on n'est pas d'accord avec. Il n'y a personne qui a la formule magique. Personne n'a la formule magique de savoir comment est-ce que on va déloger le dictateur. S'il y avait quelqu'un qui avait cette formule magique-là, on n'en serait plus là. Ça fait 20 ans, au moins 20 ans que les gens combattent le régime de Paul Biya. Au moins 20 ans, on a des combattants ici en Europe. Ils ont au moins 25 ans de combat. Tshisekedi, dont son fils est le président au Congo là, il a combattu pendant combien d'années? Il a combattu pendant 37 ans. Il a été opposant pendant 37 ans. Et finalement, il est mort. Il est mort dans l'opposition. Il dit Tshisekedi, le père, il est mort dans l'opposition. Mais son fils est venu gagner. Son fils a pris le pouvoir. Mais il était constant. Il était toujours dans la résistance. Il n'a jamais faibli.
Pourquoi on doit rester dire qu'on ne marche plus, on ne fait plus ci, on fait ci? Le combat a plusieurs fronts. Le combat a plusieurs fronts. Il y a le front financier, très important dans le combat. Le front financier. Il y a le front humain. Quand je dis humain, donc humain et physique, qui est les marches. Il y a des gens qui financent le combat, qui doivent financer le combat, qu'on ne doit même pas voir, qui ne doivent même pas apparaître dans une marche. Vous m'écoutez bien. Je dis, il y a des gens qui peuvent s'engager à financer la révolution. On ne les connaît même pas. Ils sont dans l'ombre, mais ils financent le combat. Le combat a plusieurs fronts. Il y a des gens qui doivent être là pour marcher. Quand on dit qu'il y a marche comme ça, tout le monde sort. Et c'est là où la marche, c'est pour le peuple. Le combat, la marche, c'est l'adhésion populaire. C'est très important dans le combat. C'est la proximité avec le peuple. Participer à une marche. C'est la communion avec le peuple. Et cette communion nous amène à voir la dimension métaphysique de la révolution. La dimension spirituelle de la révolution. Parce qu'une révolution est aussi spirituelle. Quand les gens se sont retrouvés à la place de la République, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on dit tout le monde, Paul Biya, assassin, Macron complice, Paul Biya, assassin, Macron complice, on crie tous ensemble comme ça. Ça, c'est l'esprit. L'esprit qui vient en nous. L'esprit vient en nous. Dans la Bible, il est écrit, si vous êtes 2, 3, 4, rassemblés quelque part, l'esprit est là-bas où vous êtes. Vous avez bien compris. Quand il y a plusieurs personnes rassemblées quelque part, il y a un esprit qui est là. Il ne faut jamais négliger la dimension spirituelle de la révolution. Le fait que le peuple soit rassemblé sur cette place de la République et aspire tous à un changement est très très important. Est très très important. Donc voilà l'importance de la marche. Et cette communion d'esprit fait que même le Très-Haut, je dis même le Dieu qui nous a créés, il est là à ce moment avec le peuple. Il est là. Vous pensez qu'il n'y a pas de choses qui se passent? Lui-même, il est là. Il voit 5 000, 6 000 Camerounais qui sont là, qui se sont déplacés, qui ont abandonné leurs enfants, abandonné leur mari, abandonné leur travail. Peut-être qu'il y a certains même qui se sont endettés pour pouvoir payer les transports et tout ça pour venir à cette marche. Il y a certains qui n'ont même pas eu les vacances au travail, qui ont dû jongler même pour se retrouver là-bas, parce qu'ils n'ont même pas pu avoir une permission. Tous ces sacrifices-là, et qu'on se retrouve là tous, c'est extraordinaire. Et c'est très important. Et c'est très important. Donc pour moi, ça c'est la dimension spirituelle de la révolution, qui est symbolisée par le regroupement, par le rassemblement de plusieurs âmes qui se retrouvent quelque part à un moment et veulent le changement. C'est le cœur qui parle à ce moment-là. C'est le cœur du peuple. C'est à ce moment, nous pensons tous la même chose. Nous voulons tous la même chose. Et l'esprit vient maintenant en nous et nous soutient. Et nous soutient dans cette démarche. Nous n'oublions pas. C'est très important, les regroupements. Très, très important. Donc, la marche de Paris, c'est une marche qui s'est inscrite dans ce registre-là. Parce que la dimension spirituelle, la dimension métaphysique de la révolution est aussi très importante. Parce que ça amène les esprits à être ensemble.
et à aspirer ensemble pour un changement. Et là, il ne faut pas négliger. Donc, en plus de cette dimension spirituelle de la révolution, nous avons la dimension humaine. La dimension humaine et la dimension sociale de la révolution. United for Cameroon, par exemple, est une organisation qui s'inscrit aujourd'hui dans la dimension humaine et sociale de la révolution. Nous voulons bien que le peuple sorte au 237. Mais ce peuple doit avoir confiance. Ce peuple doit suivre un mouvement. Ce peuple doit être encadré. Attendez. Ok, c'est bon. Ce peuple doit être encadré. C'est pas pour rien que le MRC, qui est un mouvement, parti politique, c'est pas pour rien qu'il faut avoir un parti politique, parce que c'est bien organisé. Quand les militants d'un parti sortent, ils savent que s'il y a un problème, le parti va intervenir. C'est pour ça qu'il faut militer dans un parti. Et ceux qui ne veulent pas militer dans un parti, quelle est leur garantie? Donc la dimension humaine et sociale de la révolution ne doit pas être négligée. Nous devons savoir que nous avons un peuple qui est précarisé. On a un peuple qui est zombifié. On a un peuple qu'on a presque esclavagisé. Vous voyez l'esclave. L'esclave, pour se libérer de son maître, ce n'est pas facile. On a esclavagisé notre peuple. Et qui a esclavagisé notre peuple? Ce sont nos élites. Ce sont nos ministres. Ce sont les élites de nos villages. Tous les élites de nos villages, ils sont du RDPC. Tous les ministres sont du RDPC. Dans chaque famille, il y a au moins quelqu'un qui est bien nommé quelque part, qui est du RDPC. Et qui ont passé des années et des années à mener la famille dans l'obscurantisme. Ils ont maintenu la famille dans l'obscurantisme parce que c'est lui qui tient la famille. Il donne un peu les miettes ici, les miettes ici. Et que quand le gouvernement ne fait pas son travail, il ne voit pas que ce n'est pas, il ne vous permet même pas de dire que ce n'est pas le gouvernement qui ne fait pas bien son travail, parce qu'il est du RDPC, parce qu'il tire ses avantages là-dedans. Peut-être qu'il ne paye même pas les impôts, il a une société de trucs et tout. Chacun. Donc, nos élites, qui sont aussi les membres de notre famille, ont esclavagisé le peuple. Parce que tu ne peux pas te lever contre le RDPC parce que ton frère est du RDPC. Parce que ton oncle est dans le RDPC et c'est ton oncle-là qui te donne les miettes. Mais tu ne sais pas que ces miettes-là, ils ne devraient pas te donner. Par exemple, tu es un étudiant, tu n'as pas de travail. Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce que ton oncle qui est ministre là, il pense à changer vraiment les choses? Est-ce que si le pays marchait, est-ce que tu avais besoin que ton oncle te donne les miettes pour que tu vives? Mais c'est que toi-même, tu avais ton travail. Tu avais une famille, tu peux fonder ta famille et tout. Mais le fait que ces élites, qui sont toujours nos frères, ont pris le pays en otage, préservant leurs intérêts, nous faisant croire qu'ils nous aident. Parce que quand on te donne les miettes, là, c'est comme si on t'aidait. C'est comme si on t'aidait. Donc tu es né pour qu'on t'aide, tu n'as pas d'avenir. Et pourtant, c'est l'État qui devra te donner cet avenir. Et cet avenir est freiné par qui? Par l'État et par ton frère, ton propre frère qui te donne de l'argent. C'est lui qui est qui est ton ennemi. C'est lui qui te tue. Parce que s'il ne couvrait pas le gouvernement, s'il te disait que lève-toi, parce que par rapport à un jeune, tu as droit à ça. Tu as droit à ça. Et si tu n'as pas ça, c'est le gouvernement qui est le problème. Mais lui, comme il est avec le gouvernement et qu'il a ses avantages dans le gouvernement, il prend ces avantages-là et il te donne les miettes et toi tu ne dis rien parce que tu dis non, ton frère est dans le gouvernement. Et c'est cette mentalité-là qui nous a amenés à nous endormir. On a endormi nos esprits. On a endormi nos esprits et la répression de ce gouvernement nous a encore enterrés seulement. N'oublions pas que nous sommes dans un régime répressif.
Nous avons vu les marches de 1990. Nous avons vu en 2008 la marche de la faim. Comment les gens sont morts, comment les gens ont été emprisonnés, les gens ont disparu à Bepanda et tout. Nous voyons aujourd'hui comment ça se passe, la guerre du Nozo. Nous sommes dans un régime répressif. Maintenant, la question que chacun doit se poser est celle de savoir comment allons-nous en sortir avec ce régime répressif que nous combattons pendant déjà plus de 20 ans. Comment allons-nous nous en sortir avec cette diaspora qui est debout et que le professeur, le président élu, Maurice Kamto, a réveillé en 2018 à cause de la fraude électorale. Cette diaspora s'est réveillée en 2018 pour revendiquer le non au hold-up électoral. Et depuis 2018, cette diaspora est debout. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour maintenir cette flamme de la résistance? Non pas seulement pour maintenir cette flamme de la résistance, mais pour pouvoir vraiment qu'on aboutisse à un réel changement dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau? Au 237 et ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est la question que chacun va se poser. Chacun doit se poser et être capable de répondre après la grande manifestation du 3. Qu'est-ce que nous devons continuer à faire? Le président élu a écrit une lettre pour féliciter la diaspora. Vous avez vu la lettre? Vous avez lu la lettre du président élu. Il a félicité la diaspora. Il a félicité. Effectivement, parce que, j'ai dit tout à l'heure, les marches visent à inquiéter le régime. On les inquiète quand on marche. Peut-être vous ne voyez pas, les gens ne mesurent pas la portée de ce qu'on fait. Mais les marches sont très importantes dans une révolution. Les marches sont très importantes. Ça le bouscule. Voir 4 000, 5 000 Camerounais sortir, c'est quelque chose. Donc bravo. Bravo à vous tous qui êtes sortis le 3. Le président élu nous a dit bravo. Bravo mes enfants de la diaspora. Bravo à nous. Bravo. Merci le président élu. Bravo à nous. Le combat continue. Continuons, vous qui êtes au 237, continuez à vous inscrire sur les listes électorales. C'est ce qu'il nous a demandé. Continuez à vous inscrire sur les listes électorales. Le processus pour l'obtention d'un code consensuel a été lancé par notre député. Vous savez ça quand même, le processus a été lancé. Donc, il y a une coalition de partis politiques autour de la rédaction de ce code. Et ce processus est en train de suivre son cours avec le PCRN, le MRC, voilà, tous les mouvements politiques de notre pays sont impliqués. Nous avons vu les photos l'autre jour. C'est en train d'avancer. Et c'est autant d'initiatives que nous devons soutenir. C'est autant d'initiatives qui vont nous amener à aboutir vraiment à un changement. C'est pour ça que je dis, toutes les initiatives sont bonnes et sont complémentaires. Pour le moment, la classe politique camerounaise est en train de porter un projet de l'élaboration du code et de proposition du code électoral consensuel. Quand ils vont finir de rédiger, ils vont aller proposer peut-être au gouvernement, ils vont montrer à la communauté internationale, il faudra faire la pression sur le régime pour qu'on applique cela, pour préparer les élections de 2025. Est-ce qu'on a su alors que la transition politique au Cameroun va se faire via les élections? Est-ce que vous pouvez être sûr aujourd'hui? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que la transition politique au Cameroun va se faire via un soulèvement populaire? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que la transition politique au Cameroun va se faire via la démission de Paul Biya? Qui est sûr de quoi? Qui est sûr de quoi? Il y a plusieurs scénarios. Il y a des choses que chacun peut
chacun peut analyser. Nous pouvons analyser. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Donc, mes chers frères et sœurs, c'était juste pour vous dire que nous devons continuer à maintenir la flamme de la révolution. Nous sommes en diaspora. Nous devons... Désolée, hein, j'ai eu un souci avec ma connexion. Bon, c'est vrai, c'est bon, elle est revenue. Comme je le disais, nous devons continuer à mettre la pression. Contacter les organisations internationales, exposer les tares du régime, faire des marches, faire des actions, des campagnes sur Facebook, faire... voilà, autant. Tous les pays qui se sont libérés sous la dictature ont entrepris beaucoup d'actions. Vous avez vu au Burkina Faso, on vous a dit qu'il y a eu le ballet citoyen. Le ballet citoyen qui a regroupé tous les mouvements de la société civile, des partis politiques, créer des associations. Et moi, je vous ai toujours dit ici que je suis toujours pour l'idée que nous créons des associations au Cameroun. J'ai toujours défendu cette idée qu'il faut qu'on crée des associations au Cameroun. C'est à base de ces associations qu'on est proche du peuple. On est proche du peuple à base par rapport aux associations. Ici en Europe, vous voyez, est-ce que les gouvernements européens, les politiques européens font tout? Ici dans les quartiers, on a plein d'associations. On a plein d'associations. Parce que c'est à partir des associations qu'on est proche du peuple. Et si nous voulons une véritable révolution au pays, on doit créer des associations pour être proche du peuple. Pour être proche du peuple. Parce que notre peuple est zombifié. Notre peuple est rendu en esclave. Et c'est nous qui devons les éduquer. Même le président élu a dit tout le temps qu'il faut une éducation citoyenne au peuple. Et comment est-ce qu'on va faire cette éducation citoyenne? Parce que nous aimons parler. Les gens aiment critiquer, les gens aiment parler. Mais travailler est parfois difficile. Quand je dis travailler est parfois difficile, ça veut dire prendre des initiatives vraiment sur le terrain. Moi-même, je peux parler, mais parler souvent facile, hein? Mais poser l'acte est souvent difficile. Hein? C'est souvent difficile. Si nous, on va au pays, chaque combattant, on est ici, on a de la famille au pays, on a des amis au pays, on a des quartiers d'où on sort. Chaque combattant, voici les vacances. Le combattant, il va dans son quartier. Il crée un championnat de vacances. Un combattant va dans son quartier au pays ou dans son village ou je ne sais pas où. Il organise les cours de répétition de vacances aux enfants. Un combattant va au pays. Il organise une soirée pour les femmes, je ne sais pas quoi. C'est autant d'exemples que je prends. Nous devons faire des activités qui doivent impliquer le peuple. Ne prenons pas seulement notre... voilà, je dis le combat est au 237. Le combat est vraiment au 237. Ce n'est pas la diaspora qui viendra libérer le Cameroun. C'est le Cameroun. C'est les Camerounais du Cameroun qui vont libérer le Cameroun. Et comment nous, la diaspora, on peut les aider à libérer le Cameroun? C'est ce travail de mobilisation, de sensibilisation que nous devons faire. Et la sensibilisation passe par la proximité. La révolution n'est pas quelque chose d'abstrait. La révolution est quelque chose de concret. Et la révolution implique à un moment qu'on puisse avoir des repères. Chaque combattant doit avoir un repère. Le repère social. Ça veut dire que quand on dit aujourd'hui qu'il y a une marche au 237, Annie, moi, je dois être capable de sortir, étant d'ici au moins 5 personnes. Je dois être capable, à 3 ans de combat, de sortir au moins 10 personnes. Étant ici, de dire à 10 personnes, va à la marche. Et c'est moi qui sais comment je vais faire pour que ces 10 personnes soient effectivement à la marche. Je mets mes moyens en jeu pour que ces personnes se retrouvent à la marche. Et comment donc faire pour que ces 5 ou 10 personnes se retrouvent à la marche?
Je dois être proche de ces 10 personnes. Si je ne suis pas proche de ces 10 personnes, comment ils vont aller à la marche? Ils vont à la marche parce qu'ils ont confiance à Annie. Les gens vont venir me dire que les gens ont faim, c'est eux qui doivent se lever parce qu'ils ont faim, ils doivent partir. Mais non, le peuple est esclavagisé. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a maintenu notre peuple en leur donnant des miettes. Et chacun se plaît dans les miettes. Et c'est nous qui allons leur expliquer que vous ne vous résumez pas à ces miettes-là. Vous pouvez avoir plus. Ça, c'est de l'éducation citoyenne. Si nous ne faisons pas cette éducation citoyenne, cela ne sert à rien. Et l'éducation citoyenne passe par l'organisation des activités, par une proximité avec le peuple. Quand on parle sur Facebook ici, on se parle entre nous. Oui, on parle, on sensibilise nous ici en diaspora, mais au 237, quel est l'impact de ce qu'on dit? Quel est l'impact de ce qu'on parle ici sur le net? Quel est l'impact de la population qui est là-bas à Betare Oya? Quel est l'impact de ce que nous parlons ici tous les jours, que le combat est au 237 et qu'on ne fait rien? Et qu'on n'est pas proche de la population, qu'on ne peut pas organiser une activité pour unir au moins 10 personnes. Parce que c'est à travers les activités que tu peux dire à quelqu'un que tu vois l'histoire peut-être de Malikala. Normalement, la femme est protégée. Normalement, la femme ne doit pas subir les violences. Normalement, le gouvernement doit protéger la femme à travers le ministère de la femme. Vous prenez, vous rassemblez peut-être 10 femmes. 10 femmes. Vous organisez une soirée de je ne sais pas quoi, même si c'est un défilé de mode. Après, quand ils finissent de défiler, le défilé de mode, vous les asseyez maintenant. Vous dites, vous avez vu la femme qu'on a tapée l'autre jour, là, peut-être un cas sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit taper une femme comme ça? Ils vont te dire non. Mais est-ce qu'elles savent même que la loi internationale ou bien l'ONU a prévu des mécanismes pour protéger les femmes? Est-ce qu'elles savent? Elles ne savent pas. Mais si on ne va pas vers elles, pour leur expliquer, on va se mettre là et se dire, elles vont se lever parce qu'elles souffrent, elles vont se lever parce qu'elles souffrent. Mais non, même au temps de l'esclavage, ce ne sont pas tous les esclaves qui se levaient pour dire non à l'esclavage. Ce ne sont pas tous les esclaves. Il y a un travail de fond qui doit être fait par nous les combattants. Il y a un travail de fond qui doit être fait au 237. Il faut approcher le peuple. Il faut être proche du peuple sous une autre casquette. Sous une casquette sociale, il faut être proche du peuple. Le peuple va nous écouter si nous sommes proches d'eux. Le peuple ne nous écoute pas si on est sur les réseaux sociaux. On parle. Mais si chacun s'occupe, si chacun est proche dans une ville, on a plein de villes au Cameroun et nous venons de partout. Nous venons de partout. Je vais dans ma ville, même dans mon quartier. Je rassemble 10 personnes, 10 enfants. Je leur fais des cours de vacances. Je me dis un mois, je paye des cours pour un mois pour des enfants. Les mamans vont savoir que les enfants auront des cours pour un mois. Ça va me coûter peut-être 100 €, 200, je ne sais pas trop. Je fais ce sacrifice-là pour le combat. Au moins, ça, c'est une base que j'ai déjà. J'ai déjà au moins ces 10 mamans-là qui vont amener leurs enfants dans mes cours de vacances. Et lors de mes cours de vacances, je vais leur dire, vous savez comment notre pays est en train de partir. Vous savez. Et le jour maintenant qu'il y aura un soulèvement populaire, je serai capable de prendre mon téléphone, appeler ces 10 mamans et leur dire que vous savez quoi, il y a quelque chose qu'on a organisé là-bas. Il y a quelque chose qui s'est passé comme ça qu'on doit se lever pour ça. Ce n'est pas normal. Tu vois si ça arrive à ton enfant, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu vois si ça... Vous pensez que les mamans là ne vont pas partir? Attendez, vous pensez que les mamans là ne vont pas se lever et partir? Vous pensez que les mamans ne vont pas se lever? Et si je fais ça, une autre combattante fait ça ou dans son quartier où elle est, un autre combattant fait ça dans sa ville, et un autre fait dans sa ville. Nous sommes combien de combattants dans la diaspora? Nous sommes au moins 500. Nous sommes au moins 500. 500 font ça. On aura déjà combien de personnes? Combien de bases sûres? On appelle ça la base sûre.
Maintenant, ils vont entraîner les autres. Mais si chaque combattant devait avoir une base sûre au 237, d'au moins 10 personnes, je dis d'au moins 10 personnes, on ne va plus être en train tout le monde de parler que les gens sortent au 237. Mais on parle avec la base sûre, avec des données sûres. Donc, travaillons dans ce sens, mes chers combattants. Ne travaillons pas au 237 avec les lives, en parlant. Travaillons au 237 avec des actions concrètes. Moi, je vous dis ça parce que je travaille dans une association. Je travaille dans les associations depuis au moins 10 ans. Ça fait 10 ans que je travaille dans les associations. J'ai dit 10 ans. Je sais de quoi les associations sont capables. Je sais, c'est une force. Ils sont comme les partis politiques, comme les médias. C'est une force. Au Cameroun, on n'a pas encore cette force-là. Et nous devons investir dans cette force-là. Nous devons investir dans ça parce que c'est la proximité. Et c'est important pour mener à bien notre révolution. Il y a des pays qui réussissent la révolution, comme les pays, les pays musulmans. Vous pensez qu'ils réussissent la révolution comment? Parce qu'au moins là, ils ont le Coran, la religion qui les unit. Et c'est quand ils vont à la mosquée que tout se passe. Les imams sont des principaux acteurs de la révolution. Les imams sont les principaux acteurs de la révolution. C'est quand ils vont là-bas qu'on leur dit faites ça, faites ça. Et quand les gens vont dans les mosquées, il y a beaucoup d'entraide dans les mosquées. Vous pensez qu'on écoute l'imam, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entraide dans les mosquées. Et ce qui fait que, à cause de ça, le peuple donc va vers ce qu'il dit. Au Cameroun, on n'a pas ça. On n'a pas ça parce qu'il n'y a personne qui a du poids, du pouvoir sur la population au Cameroun. Parce qu'avec la religion chrétienne que nous avons, une multitude d'églises, et malheureusement pour nous, l'église catholique est avec le pouvoir. Malheureusement pour nous, on n'a pas de caution morale. C'est ça le problème de la révolution. Parce qu'il n'y a pas une caution morale dans notre révolution. Donc, la caution morale dont je parle, c'est nous maintenant de la diaspora qui devons construire la caution morale au 237. Et chaque combattant, bonjour maman Agnès, merci pour les cœurs, bonjour, bienvenue dans ce direct. C'est nous les combattants, les Amazones, qui devons construire la caution morale au 237. Et autour de nous, chacun a son équipe, même de 10 personnes, et il construit sa caution morale. Quand on va dire boum, et c'est au moins que j'ai déjà 10 personnes sûres. Et je vous dis, et les 10 personnes là vont entraîner. Tu sais, comme vous savez au pays, les mamans ont toujours les réunions, aussi l'église et tout ça. Quand il va dire, ah non, j'ai elle va entraîner. Si une personne a déjà confiance en vous, la personne peut vous entraîner, peut vous amener au moins 3 personnes. Donc nous devons travailler dans la diaspora à être des cautions morales pour les futurs marcheurs du Cameroun. On ne peut pas dire les gens sortent comme ça. Non, ça n'est pas possible. On va rester là toujours à râler. Le temps va passer, les jours vont passer. On râle. Et rien ne change, rien ne bouge. Il ne suffit pas de parler, mais il faut poser des actions. Il faut poser des actions. Et les actions dont je vous parle là, c'est dans le domaine associatif. C'est chacun qui doit poser une action dans son périmètre, dans sa sphère, dans son cocon social, là où il a grandi, là où il pense qu'il y a des gens qui peuvent lui faire confiance. On doit commencer la sensibilisation par là. Je vais vous dire quelque chose.
Parce que quand il faut parler, il faut que... Maman Agnès, partage le direct, pardon. Moi-même, je n'ai même pas encore partagé le direct. Moi, je n'ai même pas l'habitude. Je ne sais même pas. Je ne partage même pas souvent. Mais bon. L'essentiel, c'est qu'il y a des gens qui m'écoutent. C'est ça qui est l'essentiel. Déjà, vous m'écoutez. Merci déjà d'être là pour m'écouter. Merci. Je parlais ici je parlais du travail au 237. Moi, je vais vous... Parce que quand on travaille, il faut aussi faire des témoignages. Et les témoignages, ça amène des gens à adhérer et à savoir que quelque chose est possible. Je vais vous faire un témoignage. Je vais vous faire un témoignage ce matin par rapport à l'idée que je suis en train de de partager avec vous, dans le fait d'avoir des bases solides au 237, que chaque combattant ait des bases au 237. Vous avez vu l'action des Amazones du 237 pour revendiquer la justice pour Malika. Je vais vous prendre un petit exemple et je vais vous dire que c'est possible. Ce que je vous dis, c'est possible. C'est possible. J'ai été informée de cette action. En tout cas, nous, les Bobitanap, nous avons contacté les femmes du 237 pour attirer leur attention par rapport à cette affaire de Malika et que les femmes devaient se lever pour dire non à cette injustice, à cette violence et tout. Et les femmes du 237 nous ont dit oui, on y a pensé, on est en train de préparer des actions et tout, et tout, et tout. On était contents. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aussi, moi je me suis dit, je dois m'impliquer dans l'action. Je ne dois pas seulement demander aux gens au 237 d'aller faire l'action, mais comment moi je peux m'impliquer dans l'action. Je leur ai dit, je peux avoir 3 ou 4 femmes qui peuvent aussi mener l'action avec vous. Le jour de l'action, j'ai été contactée. J'ai envoyé, malheureusement, je n'ai pas été contactée à temps pour envoyer assez de femmes que je pouvais. J'ai été contactée un peu tardivement. Et j'ai envoyé quand même des femmes. Des femmes. Malheureusement, il y a une seule qui était disponible et qui est allée faire l'action. Et cette femme qui a fait l'action, ce n'est pas une femme qui est dans le combat. Elle s'en fout de la politique. Elle ne sait même pas ce que c'est. J'ai dû lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle doit aller à cette action. Et je vous rappelle que l'affaire Malika, même, elle n'était même pas au courant. Vous voyez tout le tapage qu'on a fait sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis, par moment, on se parle. On se parle à nous-mêmes. On se parle à nous-mêmes. Les gens ne nous écoutent pas. Les gens ne savent même pas parfois ce qui se passe. Tellement les gens sont dans la misère. Les gens n'ont pas souvent l'argent même pour mettre dans le téléphone, pour avoir les mégas, pour écouter ou bien pour être sur Facebook. Les gens ont les problèmes de famille. Les gens ont faim. Les gens ont les problèmes de travail. Les gens ont les problèmes de faire leur vie. Tu vas voir une femme au Cameroun à 30 ans, elle n'a ni enfant, ni mari, ni rien, ni rien, ni rien. Elle va être dans les problèmes des autres. Les conditions dans lesquelles elle vit ne lui permettent pas de penser aux autres. Parce que sa propre vie même ne donne pas. Pour que tu t'intéresses à la vie de quelqu'un, il y a des gens psychologiquement, il faut d'abord même que ta vie donne. C'est psychologique, c'est ce que la science explique. Il y a un livre là qui est d'ailleurs sorti. Je vais acheter ce livre-là et je vais lire pour vous expliquer. C'est un livre dans lequel l'auteur explique un peu pourquoi certaines personnes n'épousent pas certaines causes. Pourquoi est-ce que, comme on dit souvent, que pourquoi est-ce que les gens ne se lèvent pas au Cameroun? Pourtant, ils souffrent. Bonjour Mamado, bonjour ma soeur, bonjour. Bienvenue dans le direct. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à épouser les causes sociales? Donc, c'était pour vous dire qu'au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent, qui ont des malheurs près d'eux. Ce n'est pas qu'ils sont égoïstes, mais c'est parce qu'ils vivent tellement dans une misère qui ne leur permet même pas de s'occuper ou bien de, je ne sais même pas quoi, ou bien de s'indigner de ce qui se passe. Et c'est la société civile,
Et ça, c'est le rôle des associations. Parce que vous allez me dire que dans les pays arabes, est-ce que les gens ne souffrent pas? Quand il y a maintenant quelque chose, les gens se lèvent. Les gens se lèvent là-bas parce qu'il y a les associations qui sont proches d'eux, parce qu'il y a les mosquées qui sont proches d'eux. Chez nous, qu'est-ce qui est proche du peuple? Qu'est-ce qui peut faire aider le peuple quand le peuple est dans la souffrance? Quand tu souffres au Cameroun, tu souffres seul. Il n'y a personne qui t'aide. Moi, j'ai vécu au Cameroun des années. Tu es seul, tu souffres. Personne ne t'aide. C'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Et vous pensez que les gens peuvent avoir la conscience collective comment? S'ils sont abandonnés à eux-mêmes, s'il n'y a aucune structure sociale pour les aider, même moralement. Et c'est ce que nous devons construire. C'est ce que la diaspora doit construire. C'est ce que nous, les combattants, les Amazones, nous devons construire au pays. Cette approche sociale du combat est très importante. Est très importante. Nous devons nous rapprocher du peuple qui souffre pour leur donner une confiance en eux. Nous devons nous rapprocher du peuple qui souffre, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais de manière pratique sur le terrain. De manière pratique sur le terrain pour leur donner une éducation citoyenne et leur apprendre à se faire confiance, leur apprendre à prendre part de tout ce qui est autour d'eux. C'est un travail que nous devons faire. Donc, je reviens à la marche pour vous dire, cette marche-là, cette dame, elle est partie à la marche. Finalement, elle est partie, elle a participé. Mais au départ, elle n'y était pas. Mais le fait que je lui ai dit, tu dois aller à cette marche, elle est partie. Donc, c'est pour vous dire que tout est possible au 237. On va dire que les gens ne sortent pas. Mais s'il y a une démarche en amont, si chacun va, il parle à 2, 3, 4, 5 personnes qu'il connaît, les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Il y a les moyens pour faire sortir les gens. Et c'est ça que nous devons utiliser. Nous devons utiliser les moyens, les stratégies pour faire sortir le peuple. Le peuple camerounais peut sortir. Il peut sortir. Je vous le dis, il peut sortir. Il est même déjà sorti. En 2008, ils sont sortis. Mais les gens ont peur de la répression. Mais s'ils sont nombreux, on ne va pas les réprimer n'importe comment. Mais s'ils sortent, ils sont 100, 200, 300. On va voir ce qui s'est passé. On va avoir le même scénario que le 22 septembre. Maintenant, quand le peuple va sortir, il faut qu'il y ait 1000, 2000 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils voient 2000 personnes? Même les militaires là vont fuir. Je vous dis que même les militaires là vont fuir. Paul Biya va dire dialogue. Il va dialoguer. 2000 personnes, 3000 personnes sortent au Cameroun. Paul Biya va dialoguer. C'est ce que je suis en train de dire, Mado. Que là où nous sommes à la diaspora. Il y a un travail qui doit être fait sur le terrain, ma soeur. Si toi-même tu as ta famille au pays, si tu as tes copines, si tu as tes voisines. J'ai déjà expliqué ici que nous devons commencer par organiser un peu de petites activités ou financer des petites activités. Parce que, comme la sensibilisation, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, le peuple a besoin que tu sois proche. Et pour être proche, ce n'est pas des activités qu'on est proche du peuple. Moi, je vous dis ça parce que j'ai travaillé et je continue à travailler au sein des associations ici en Europe. C'est mon travail. Et je vous dis ça par rapport à mon expertise. Et ce sont les hommes politiques qui tiennent encore les associations ici. Ça, je vous le dis. Notre association dans laquelle je travaille maintenant est tenue par, on vous dit, c'est la commune, c'est ceci, c'est ça. Mais au fond, c'est les partis politiques. Au fond, c'est les partis politiques. C'est quand il y a les élections que tu sais. Ils font des associations pour aider le peuple. Et le peuple sait que c'est
telle association qui m'a aidé, c'est tel ceci qui m'a aidé. Et quand il y a des élections, ils vont voter. Ils vont voter parce qu'ils savent que ce sont eux qui les aident. Pour eux, ce n'est pas... Ce sont eux. On a des... Ici en Europe, on a des... Bon, pas dire en Europe, ici en Belgique, on a des partis politiques. Il y a un parti politique ici en Belgique qui a eu le vent en poupe. Le PTB. Parce qu'ils ont créé les maisons médicales. Les maisons médicales où les gens vont se soigner, faire des consultations et tout. Et c'est presque gratuit. Vous m'écoutez bien. Ils ont construit des maisons médicales un peu partout. Quand quelqu'un sait qu'il va venir se soigner, à rien du tout. Après, il va aller le voter, non. Et quand il y a eu les élections, boum, ils ont gagné. Hein? Ils ont gagné. Avec leur maison médicale qu'ils ont mis partout. C'était un petit parti politique avant. Les gens se moquaient même. Mais maintenant, c'est un grand parti. Même les grands partis s'asseyent pour parler avec eux. Et ils ont gagné parce qu'ils avaient les maisons médicales un peu partout dans tous les quartiers. Ils ont financé. Ils ont mis de l'argent pour investir dans cette maison médicale. Et puis des consultations, quoi, ils ne faisaient pas mal. Donc, même faire que les gens sortent, c'est une question de stratégie. Je vous donne la stratégie de ce parti politique à travers les maisons médicales. Les gens venaient vers eux et venaient se soigner. Et quand ils vont se soigner comme ça, quand il y a les élections, on va leur dire, ah non, il y a les élections. Ils ont voté ce parti. Ils ont eu beaucoup de représentants. C'est une victoire. C'est ça. Nous devons être proches du peuple par des actions. Que le peuple se sente que le peuple se sente impliqué. Que le peuple sente que non, j'ai quand même des gens sur qui je peux me poser si j'ai un problème. Je vous ai pris l'exemple des cours de répétition, des cours de vacances. C'est juste un exemple. Organiser un cours de vacances avec 10 femmes, prendre leurs enfants et prendre quelques étudiants et leur dire, ok, faites ça, vous pouvez bien. Ce n'est pas difficile. Le changement va se faire, mais pour que ce changement se fasse, nous devons travailler sur le terrain. Nous devons mener des actions sur le terrain au 237. Enough is enough. We are too much speaking. Je vais vous parler en anglais maintenant. We are too much speaking. Speaking. Only speaking. Anglophone speak that. Francophone them. They like to speak. The only thing they know to do is to speak. When can we act? When can we decide? When can we decide the good strategy for the fight? When we have to stop to speak. We have to stop to speak. It's time to act. It's time to act. And to act is to be near for the people. We must be near to the people. We must understand their problems. We must sustain. We must Je suis bilingue, ne vous moquez pas de mon anglais, d'accord? Je suis parfaitement bilingue. Ouais. Ouais. Je suis bilingue, donc voilà. Donc, je suis bilingue. Maintenant, je vais parler le pidgin. I don't talk say, this time is not time to talk too much. It's time to go to Cameroon, and to see our people, to go to the village, and to tell to people, say, what do you need? To work in social, yes. The people need to have confidence.
to have confidence. And the confidence is important for people if you want that people go out. Go out. Maman Agnès, tu te moques de mon anglais. Tu te moques de mon anglais. Ouais. Ouais. Donc, comme je disais là, mes frères, mes soeurs, pardon, il faut qu'on travaille au 237. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Soit on invite le peuple vraiment à se lever. On invite le peuple à se lever, mais il ne suffit pas seulement qu'on leur dise de se lever. Il y a un travail qu'on doit faire. Il y a un travail que chaque combattant peut faire à son niveau. Et nous devons faire ce travail-là. En attendant, on a dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, pour que tu manges le maïs, qu'on mange là, le maïs là, on commence d'abord, on laboure le champ, on prend le maïs, on le sème, après il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Donc l'étape qu'on voit le maïs qu'on mange là, vraiment c'est beaucoup d'étapes. C'est beaucoup d'étapes. Et dans la révolution, nous devons comprendre qu'il y a des étapes et des étapes. Et nous n'aimons donc pas travailler dans ces étapes. Nous aimons seulement voir quand c'est cuit. C'est ça qui nous retarde depuis 3 ans. On aime voir le produit fini. On ne sait pas que ça a un chemin. Ça a un cycle de vie. La révolution, c'est une science. C'est une science. Ce n'est pas l'abstraction. Ce n'est pas l'abstraction, ce n'est pas de parler. Ne voyez pas comme ça a réussi ailleurs. Vous dites que non, pourquoi ça a réussi. C'est une science. C'est une science. C'est une science. Ça ne ment pas. Donc, travaillons les actions, travaillons la population, éduquons la population par des actions sociales. Allons dans les tontines, allons dans des regroupements, allons partout et imposons-nous. Imposons-nous. Je peux dire, par exemple, je veux faire une action dans une tontine, dans une réunion de mon village. Je fais une action. Et là, on va savoir que non, c'est Annie, c'est la combattante. Donc, menons des actions. C'est très important pour la révolution. Menons des actions. Soyons proches du peuple, effectivement. Pas proches sur les réseaux sociaux, mais soyons vraiment proches du peuple 237. Parce que tout ce qu'on dit ici, on dit entre nous. C'est pour ça que moi, je cause avec vous, parce que je sais que c'est entre nous ici. Moi, on cause au peuple du 237. Ça ne nous sert à rien. Oui, Madeleine, comme tu dis, pas de direct pour les intrigues. Oui, c'est ça. Bon, moi, j'ai toujours dit, le peuple camerounais, c'est un peuple belliqueux. C'est un peuple belliqueux parce que nous-mêmes, quand on a grandi, en tout cas, moi, j'ai grandi à Loum, donc il y avait des vendredis où les gens sortaient, c'était les jours des bagarres. Si quelqu'un sort, tu n'as rien fait à personne, je vais te taper aujourd'hui, tu vas me faire ceci, je vais. Donc, moi, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, là, moi, ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas. C'est un peu dans ça que nous avons grandi. On a grandi dans les querelles inutiles, dans la haine inutile, dans les méchancetés inutiles. C'est des gens qu'on a grandi. Mais au moins, si on a la chance de venir quand même ici en Europe, on voit comment les choses se passent. On devrait quand même abandonner ça. On devrait voir comment les sociétés civilisées, comment le blanc organise son travail. Nous travaillons tous chez les blancs. Nous travaillons tous dans les structures ici. On voit comment le blanc est organisé. Vous pensez qu'on pense que la société s'est développée comme ça? Le blanc est organisé. Le blanc ne parle pas pour parler. Le blanc parle quand c'est utile. Le blanc ne se limite pas sur des personnes. On voit qu'est-ce qui nous unit, quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Ah oui, tu as la famille à Loum, super. Qu'est-ce qui nous unit?
Nous, on vient seulement, on reste chez les Blancs, on marche, on n'a pas de poussière, chacun dans sa voiture, vroom, il va dans son travail, il a sa maison, il a ceci, il a cela. Mais n'oubliez pas aussi que chez les Blancs, il y a des gens aussi qui souffrent. Il y a des Camerounais ici aussi qui n'ont même pas de papiers. Il y a des Camerounais qui n'ont même pas de maison. Des Camerounais qui n'ont aucune situation. Il y a des Camerounais, il y a des Camerounais. Mais parfois, vous êtes les premiers à aller au Cameroun, montrer aux gens que l'Europe est bien. Mais pourtant, même en Europe, le blanc, quand il fait son développement, là, il fait pour lui. Hein. Il fait pour lui. Hein. Il ne vous donne pas les cadeaux. Hein. Il ne donne pas les cadeaux hein, aux immigrés. Hein. C'est dur. C'est dur. Même seulement pour avoir les papiers ici, c'est dur. C'est ça, Madeleine. C'est dans l'organisation et la discipline, la détermination qu'on y arrive. Oui, l'organisation, c'est très important. Comment s'organiser? Comment s'organiser? Être discipliné, détermination et aussi le respect de l'autre, le respect des actions des autres. Ce n'est pas parce que tu es contre une action que tu vas te lever et dire que non, ça ce n'est pas bien pour la révolution. Non, on ne doit plus faire ça. Toi qui est sorcier, qui est marabout pour savoir qu'est-ce qui va libérer le Cameroun? Toi qui respectons les actions des autres. Parce qu'il n'y a pas un marabout ici. Il n'y a pas un sorcier ici qui va me dire que c'est tant qui va libérer le Cameroun. On n'en serait plus là. Prends ta baguette magique, tu libères le Cameroun. Et on n'en serait plus là. À un moment, arrêtez. Personne ne sait qu'est-ce qui va libérer le Cameroun aujourd'hui. Si c'est la marche qui va libérer le Cameroun, si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. Aujourd'hui, personne ne sait. Personne ne sait. Donc, tout ce qu'on fait, rien n'est négligeable. Je dis rien. Même si c'est ton ennemi qui fait une action, il faut apprécier. Il faut apprécier. Parce que vous n'êtes pas les opposants. Je vous ai dit. Opposants, c'est RDPC, MRC, RDPC, BAS et tout ça. Bobby Tanap, RDPC, nous sommes les opposants. Mais Bobby Tanap n'est pas opposant avec la BAS. Bobby Tanap n'est pas opposant avec Alternance, c'est Camto. Bobby Tanap n'est pas opposant avec Corps. Bobby Tanap n'est pas opposant avec Bobby Tanap n'est pas opposant avec tous les mouvements. Bobby Tanap n'est pas opposant. Peut-être nous avons des divergences, mais on ne peut pas détruire, minimiser, dénigrer l'action de Corps, par exemple. Nous, non, on n'a pas ce pouvoir. On n'a pas ce pouvoir. Nous sommes tous dans la révolution. On ne sait pas ce qui va libérer. Pourquoi je veux dénigrer l'action de Corps? Si cette action ne nuit pas au combat, si ce n'est pas une action de traîtrise, mais si c'est une action qui nuit au combat, on peut dénigrer. Mais si une action ne nuit pas au combat, si une action est là pour mobiliser les Camerounais, pourquoi Bobby Tanap va se dire non, parce que c'est elle, parce que je ne veux plus ça, parce que toi qui? Moi qui? Bobby Tanap qui? Si on te laisse la révolution là, tu vas faire quoi de ça avec toi? Moi, je parle pour moi-même là, moi-même, Bobby Tanap là, que je suis direct ici là. Si Bobby Tanap fait un truc, et non, ça c'est pas bon. Non, il faut faire ça. Si on te laisse ça, Bobby Tanap, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On te laisse la révolution là avec que prends, tu pars au 237, faire le combat là, on ne fait plus rien. Tu vas faire quoi de ça? Sachant que seul, on ne peut rien. Seul, on ne peut rien. C'est ensemble que nous sommes forts. Les Blancs sont ici. Vous avez vu, on crée l'Union européenne. L'Europe fonctionne bien, pourquoi? Parce qu'ils sont tous là. Parce que l'Union européenne est là. Ils ne s'entendent pas. Il faut voir les tiraillements qu'il y a dans l'Union européenne. Parfois, il y a des pays qui veulent même sortir. Parfois, il y a une affaire qui chauffe comme ça, les têtes chauffent, les gens là ne dorment pas. Tu vois, l'Ukraine soutient ceci. Tu vois, la France est contre. L'Allemagne dit ceci. L'Espagne est contre. L'Italie, quand il y a eu le Covid, vous avez vu les dissensions. Vous avez vu les divergences qu'il y a eu au sein de l'Union européenne. Mais ils sont soudés. Ils sont soudés pourquoi?
Parce qu'ils sont là pour l'intérêt de leur population. Parce qu'ils sont là pour l'Europe. Parce qu'ils savent que seuls, ils ne peuvent rien. Parce que seul dans ton coin, tu ne peux rien. Ce ne sont pas des sorciers. L'Union européenne fonctionne. Les pays ne sont pas des amis là-bas. Hein. Les pays ne sont pas des amis. Mais ils tiennent. Parce que c'est une institution forte. Ils tiennent parce que c'est des institutions fortes qui se reposent sur des réglementations, qui se reposent sur une bonne structure organisationnelle, disciplinaire et tout. Ne pensez pas que les gens s'entendent toujours. Les gens ont toujours des divergences partout. Mais qu'est-ce qui les met ensemble? C'est l'objectif. C'est l'objectif qui les met ensemble. Et ensemble, ils sont plus grands. Aujourd'hui, par exemple, United est dans le combat, se positionne dans le combat comme cette organisation qui aide, qui finance le combat. Vous avez vu les collectes de fonds que nous faisons. Moi, je suis Bobby Tanap, mais j'ai été contactée pour être dans United parce que United avait besoin. C'était un projet qu'il fallait porter. On a accepté de porter le projet parce que moi, je sais que la révolution a besoin d'argent. Je le sais. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux permettre à ce que le peuple cotise? Comment est-ce que je peux permettre à ce qu'on mette une organisation solide pour pouvoir que la révolution ait ce fond? C'est pour cette raison que je me suis investie dans United. Avant, quand nous, on était dans nos inbox, les gens nous voient sur la toile. On reçoit tellement de demandes, des prisonniers. Tu es dans ton inbox, quelqu'un vient te dire, je suis prisonnier emprisonnier, mes enfants ne vont pas à l'école. L'autre vient t'écrire, je suis prisonnier, ma femme a accouché. L'autre, mes enfants ne vont pas. Toutes les plaintes, tu as tout ça. Tu vas aider pour celui-ci. Demain, tu vas aider. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité même d'être sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de contacter des gens directement, ils vont périr dans leur souffrance là-bas, en prison. Et effectivement, on a créé United pour pouvoir apporter d'égal à égal l'aide à tous les prisonniers, même ceux qui n'ont pas la chance d'être sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas la chance de connaître les activistes, pour qu'ils soient. On demande la liste des prisonniers. On demande pour tout le monde. Il y a des gens qui souffrent en silence et qui n'ont pas la possibilité même de demander, mais qu'ils ont besoin d'aide. Donc, on s'est investi dans United pour pouvoir soutenir financièrement le combat parce qu'on a senti le besoin. On a senti à un moment, moi j'ai senti, ça je ne vous mens pas. Quand Collins Nana m'a abordé pour me dire, Annie, est-ce qu'il y a un projet comme ça? Je n'ai même pas hésité. Parce que personnellement, ce que je faisais déjà, je contactais les proches pour soutenir. J'ai dit, s'il y a une organisation. Et dans cette organisation, on ne s'entend pas toujours. On a des divergences. Mais qu'est-ce qui nous unit? C'est l'objectif commun. Mais au moins dans une organisation, on voit des réalisations. Parce qu'il y a plusieurs intelligences. Et c'est ce pourquoi le blanc nous dépasse. Le blanc nous dépasse parce qu'ils savent travailler ensemble dans la divergence. Je vous ai pris l'exemple de toute l'Union européenne, toutes ces organisations et tout. Quand tu vois l'Union européenne, chaque pays vient là, il veut défendre ses intérêts. Hein. L'Italie ne peut pas venir là, il défend l'intérêt de la Grèce. L'Espagne ne peut pas venir défendre les intérêts du Portugal. La France ne peut pas venir défendre les intérêts de la Belgique. Mais non, hein. Chacun là-bas, il tire la couverture de son côté. Mais à la fin, il y a toujours une décision qui est prise. À la fin, il y a toujours certains qui ne sont pas contents. Mais ils ne partent pas. Pourquoi? Pourquoi chez nous, quand on s'assoit, on se rassemble pour faire quelque chose? Si quelqu'un n'est pas d'accord, paf, il est déjà parti.
Chez nous, quand on se rassemble pour faire quelque chose, dans un groupe, une petite divergence, quelqu'un t'insulte, une petite divergence, quelqu'un t'éjecte du groupe, une petite divergence, quelqu'un t'insulte. Mais c'est quoi ça? Apprenez à travailler comme dans les organisations. Parce que ça, c'est une preuve toujours de votre sous-développement, de la villageoisie. C'est la villageoisie, c'est le sous-développement moral. Et que même nous, entre nous activistes, accepter que nous sommes sous-développés moralement, accepter ça. Et avec cette mentalité-là, on va aller conduire une révolution 237. Où nous-mêmes d'abord, on ne peut pas se construire. On ne peut pas travailler dans une organisation. On ne peut pas s'autodiscipliner. On va aller libérer au 237. Hein? Mais non. Je vous dis, ça ne peut pas aller. Hein? Comme tu dis, le degré d'insulte, de violence verbale, Mado, dans cette révolution, est extraordinaire. Comment on t'insulte? Comment ton camarade de lutte t'insulte? Et on va où avec tout ça? J'ai dit, on n'est pas des opposants. Hein? On n'est pas des opposants. Non, ne pensez pas qu'on est tous des combattants. On ne s'entend pas, mais on n'est pas des opposants. Parce que les opposants, là, c'est les sardinards. Nous sommes tous en tontinavi. Et puis, on se bagarre. Pourquoi? On a le même objectif. Je vous ai dit, prenez l'exemple des organisations. Les gens ne s'entendent pas dedans, mais ils travaillent toujours ensemble. Et c'est pour ça qu'ils évoluent. C'est pour ça que vous voyez, l'Europe a toujours la suprématie. Tout est toujours bien. Vous vivez en Europe, non? Tout est clean. La route est bien. Il y a tous les projets. Il y a toujours si. On a financé ça. On a financé ça. Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas de problème entre eux? C'est parce qu'ils savent que l'union fait la force. Ils savent que l'union, pour porter un projet, il faut être ensemble. Il faut être ensemble pour porter un projet. Ils le savent. Et ils travaillent dans leurs différences. Ils travaillent dans leurs divergences. Mais nous, on n'arrive pas à faire ce sursaut. Ce sursaut-là. Pour se dire, qu'est-ce qui nous unit? Posez-vous d'abord cette question, mes chers frères. Qu'est-ce qui nous unit? Nous ne sommes pas des ennemis. Si nous sommes tous des combattants, on n'est pas des ennemis. Qu'est-ce qui nous unit? Je vais vous dire quelque chose par rapport à la marche de Paris encore. Vous savez, dans la résistance ici, chacun a son parcours, chacun a ses tas, chacun a, comme Mado a dit tout à l'heure, les insultes et tout. Il y a des gens avec qui j'ai commencé cette révolution que je ne parle même plus avec ces personnes. Quand j'arrive dans une manifestation, personnellement, je ne salue plus ces personnes. Mais ce n'est pas parce que j'ai un problème avec ces personnes, mais c'est parce que je ne veux plus, voilà, bref, pour moi, on est des camarades. Quand on est des camarades de classe, voilà, c'est vrai que on devrait se saluer. Mais parfois, il y a tellement un niveau de haine que tu vis dans cette révolution que tu vois quelqu'un à une manifestation, même le saluer, ça te dépasse. Moi, je vous dis, hein, ce que moi je fais, c'est ce que j'ai vécu. À un moment, j'ai vécu un niveau de haine de certains camarades de lutte, des gens avec qui on était vraiment dans le combat, que je me suis dit, même si ces gens-ci, je les vois dans une manifestation, même le bonjour, je ne vais pas le dire. Parce que c'était vraiment violent, calomnie, diffamation, que je me dis, on est des camarades de lutte. Et cette personne avec qui tu marches, t'es violente avec des mots, t'insulte, raconte des mensonges sur toi, il ne mérite plus mon bonjour. Moi, c'est comme ça, hein. Donc, ce qui fait que moi, quand je suis allée à Paris, j'ai vu beaucoup de personnes que je n'ai même pas dit bonjour. Je les ai vues là, où je passais, mais je n'ai pas dit bonjour.
Mais moi, ça ne m'a pas gêné, hein. Oui, oui, Rudolph, effectivement. Moi, je ne les ai pas dit bonjour, mais moi, ça ne m'a pas gêné. Moi, je suis quelqu'un de très poli, de nature, très, très poli. Très, très poli. Mais depuis que je suis dans ce combat, j'ai vécu tellement de choses que je me suis adaptée. Je me suis adaptée, je me suis dit, c'est un autre monde, il faut s'adapter. Et je me suis adaptée à ce monde-là. Et que des gens, par exemple, tu ne leur dis plus bonjour, et puis quelqu'un vient vers toi pour te dire, ah, pourquoi tu ne me salues pas, Annie, ceci, cela, Annie, ah, il n'y a pas mort d'homme, hein. Nous sommes des combattants, hein. Nous sommes toujours dans le même bateau, hein. Nous sommes. J'ai dit, ok, mais moi, je ne vous dis pas bonjour parce que moi, j'estimais que voilà, on est dans le même bateau. Ça ne veut pas dire que j'ai eu haine contre vous, mais ça veut dire que voilà, chacun est dans son couloir. Je vous respecte dans votre couloir. J'ai compris que je ne veux plus travailler avec vous. C'est terminé. Et je ne vous déteste pas. Mais je ne peux plus travailler avec vous. C'est tout. Moi, je ne sais pas si j'ai mal fait ou pas. Je ne sais pas si j'ai mal fait. Je ne sais pas comment vous jugez ça. Moi, je ne sais pas si j'ai mal fait de ne pas leur dire bonjour et qu'ils viennent me dire tu devrais nous dire bonjour et tout. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas si. C'est comme si c'était moi qui n'étais pas courtoise. Mais moi, j'ai pas eu. J'ai eu une bonne conscience. Hein. J'ai eu une bonne conscience. Parce que comme je vous ai dit, à un moment, quand tu subis trop de choses, quand tu subis trop de choses, vaut mieux t'éloigner de certaines choses. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et c'est ce que je fais dans ce combat. Je m'éloigne. Je m'éloigne de certaines choses. Et je pense que c'est pour la bonne marche du combat. Et comme ça, tout le monde est tranquille. Donc, c'était juste pour vous dire que même si on n'est pas ensemble, mes chers frères et sœurs, que chacun travaille où il est. Et que quand on dit il y a une action pour le Cameroun, comme celui que j'ai, comme la marche de Paris là, vous sortez tous. Tout le monde est sorti pour la marche de Paris. Il n'y avait pas tel groupe, c'était pas pour tel groupe, c'était pas possible. C'était la marche de tous les Camerounais de la diaspora. C'était la marche de tous les Camerounais. Et tout le monde était content. Mais j'ai fait une publication. J'espère que ceux qui ont organisé, bon, nous-mêmes, la United, on était dans l'organisation de la marche et tout. Bon, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde par rapport à la marche, au déroulement de la marche, que nous devons apprendre à gérer le temps par rapport à la manifestation. Quand il y a une manifestation, il y a un nombre, parce que j'ai jugé la marche là-bas par rapport à ce qui était bien, à mobilisation, mais je dois aussi apporter mes critiques, parce que la critique aussi, elle est constructive. Et si vous avez aussi des critiques à faire par rapport à la marche, notez vos critiques là. C'est la critique qui fait évoluer une société. La critique constructive, ce n'est pas la haine, mais c'est la critique pour améliorer. C'est pour améliorer. Donc faites des critiques par rapport à la marche du 3. Ça va nous permettre d'améliorer. Moi personnellement, j'ai vu quelques ratés dans la prise de parole, dans la gestion du temps. Parce que nous, on était là, dans la manifestation, et à un moment, on a vu juste un mouvement populaire. Non, maintenant c'est le temps de marcher, maintenant c'est le temps de marcher. Vraiment, les gens se sont emballés dans une marche. Pourtant, les organisateurs n'ont pas respecté le temps et c'est la police qui venait dire aux gens, non, c'est maintenant le temps de marcher et tout, il faut aller faire la marche. Donc, il faut que ceux qui sont dans des commissions et tout par rapport à ci ou à ça puissent s'organiser à gérer le temps lors des manifestations pour que des gens, vraiment, pour que les choses se passent bien. Et la prise de parole aussi, il faut que des organisateurs, ceux qui s'organisent de la communication de la marche, puissent prendre la liste de tous les groupes, puissent prendre la liste de tous ceux qui peuvent intervenir et que chacun ait un droit de parole de 5, peut-être de 5 minutes. Si on décide qu'il y a peut-être 5 interventions, il faut qu'il y ait ces 5 interventions. Ce n'est pas obligé pour tout le monde de parler pour une manifestation. Mais si on prévoit que
Il n'y a pas assez de temps pour parler. Prévoyez 5 personnes ou 3 personnes qui vont parler, c'est tout. Mais ne faites pas une liste de 30 personnes qui vont parler et que ce jour-là, 5 personnes parlent et les autres personnes ne parlent pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas le temps. Pour moi, c'est villageois. C'est villageois. C'est un manque de professionnalisme. En 3 ans de marche, nous ne devons plus être dans ces, ces insuffisances. Nous ne devons plus être là. Ça fait la quantième marche que nous organisons. Je ne sais même pas, la 10e. On peut comprendre que la première, la deuxième, la troisième, on est en train d'apprendre et tout. Nous sommes là déjà dans au moins même la 10e marche. Et nous ne nous professionnalisons pas. Nous vivons ici chez les Blancs. On va dans les marches, on voit comment ça se passe. Pourquoi nous devons toujours garder notre caractère villageois, notre caractère d'amateur par rapport à ce ou à ça? Il faut qu'on essaye un peu de changer parce que même le développement aussi vient de là. Le développement aussi, ça commence par là. Comme tu as dit, Mado, par l'organisation. Organisation, gestion du temps. Le développement passe par là. Donc, apprenons à organiser, à gérer le temps. Si on voit qu'il n'y a que 3 personnes qui vont parler, que les 3 personnes parlent, ce n'est pas parler qui va faire quelque chose, qui vont faire que... Bon, mais il faut qu'on respecte ce qu'on a dit. Pas de dire que 10 personnes, 15 personnes vont parler et le jour-là, 3 personnes parlent, on dit qu'il n'y avait pas le temps. Non. Apprenons à nous organiser, à gérer bien notre temps, à gérer le temps. La deuxième chose que je vais vous parler, c'est la communication de l'événement. Attendez. Je vais partager aussi le direct. Non. Attendez. Hein. Bon. Comme Mado dit, beaucoup de gens sont à la recherche de la visibilité. Ce n'est pas ça l'essentiel. Effectivement, ce n'est pas ça l'essentiel. Depuis 3 ans, les gens cherchent la visibilité. Est-ce qu'ils ne sont pas visibles? Ça fait 3 ans que nous sommes 4 ans, non, 2018, 2019, 20, 21. Ça fait 3 ans que nous sommes dans la révolution. C'est quelle visibilité que les gens cherchent? Ils sont déjà visibles. Tous les combattants qui parlaient à la marche là, est-ce qu'ils n'ont pas leur page Facebook? Est-ce qu'on ne les connaît pas? Ils vont encore être visibles là-bas. Comment? Puisque la diaspora, les gens ont le Wi-Fi, on a le Wi-Fi ici. On a beaucoup de gens suivent, par exemple, un peu le combat. On connaît quand même déjà, on connaît les leaders. Les gens vont encore dans les marches chercher la visibilité. Pourtant, ils ont des pages Facebook et tout, où ils sont même déjà bien visibles. Donc, arrêtons un peu avec l'amateurisme, allons un peu dans le professionnalisme. Donc, je parlais aussi de volet communication. Quand il y a une manifestation, que les organisateurs contactent les agences de presse, contactent les médias français, hein, pas que les médias camerounais, les médias français, pour qu'ils viennent. Il y a les communautés que quand ils font la marche, on montre ça dans les médias français. Mais je ne sais pas dans quel... dans les médias français. Mais moi, je ne sais pas si la marche d'hier a été relayée par les presses françaises. Vous avez vu? Attendez, vous avez une idée? Vous avez une idée? La marche d'hier là, est-ce qu'on a relayé ça? Est-ce que les presses françaises ont parlé de notre manifestation? Moi, je n'ai pas encore eu le temps de faire les recherches. Mais si la presse française n'a pas parlé, c'est que même la communication, c'est zéro macabo, comme on dit au Cameroun, et que ça doit changer. On ne peut parler en France, on est au moins 5000 Camerounais, et les presses françaises n'en parlent pas. Ça veut dire qu'on marche encore entre nous. Le messager parle, tous les presses camerounais, oui, nous sommes les Camerounais, mais on marche en France pour faire la pression internationale. On ne marche pas en France seulement pour faire la pression nationale. Oui, on fait la pression nationale, mais on devrait aussi être capable de faire une pression internationale. Donc les presses françaises devraient parler de notre marche. On devrait monter ça même dans un journal de France 24. Pourquoi on ne montre pas?
Je vois à la télé souvent les France 24, le journal où on montre les marches des Maliens, les marches des Ivoiriens et tout ça des Sénégalais. Mais pourquoi pour nous on ne montre pas? Il faudrait travailler sur le volet de la communication. On ne va plus seulement faire des choses, ça cale entre nous. Il faut qu'on communique, qu'on mette des moyens pour que des gens, pour que des autres presses communiquent. Et ça, c'est des moyens. Quand vous dites que la révolution, c'est de l'argent, ce n'est pas gratuit. Contacter une agence de presse, les Reuters, vous pensez que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. C'est l'argent. En bas money, et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Nous devons être capables d'arriver aussi à ce niveau-là. Troisièmement, je vais vous parler des stands par rapport à la marche. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis en train de vous dire qu'est-ce qui n'a pas marché à la marche. Moi, mes observations personnelles. J'ai commencé d'abord par les prises de parole, la gestion du temps, l'organisation, pour ceux qui viennent de se connecter. Et après, j'ai parlé maintenant de la communication autour de l'événement, des médias et tout. Maintenant, le troisième, c'est les stands, l'aspect commercial de la marche. Moi, ça fait 2 ou 3 manifestations que je fais à Paris. Et pour vous dire vrai, ma première manifestation à Paris, j'ai été un peu surprise de... J'ai été un peu surprise j'ai été un peu surprise de l'environnement, de comment est-ce que les choses se faisaient, parce que pour moi, ça avait l'air d'un marché. Ça avait l'air d'un marché plus qu'une mobilisation. C'est tout le monde qui vendait ça, c'est tout le monde qui vendait. Et puis, on m'a dit à Paris, les marches, c'est comme ça, les gens viennent vendre des choses et tout. Donc, on sait déjà qu'à Paris, les marches, c'est comme ça, on vient vendre les choses et tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, je n'ai pas refusé qu'on vende les choses lors d'une manifestation. Mais comment vendre? Comment vendre? Et vendre pourquoi? Vendre pour quel objectif? Comment faire des stands? Nous devons sortir un peu de la gestion villageoise. Nous sommes en Occident. Nous voyons comment les Blancs s'organisent. Comment même les autres communautés s'organisent qui ne sont même pas les Blancs. Comment ils font les choses. Trichons un peu. Trichons un peu. Faisons un peu ce qui est bien. Ce qu'on voit et que ce qui est bien. Vous avez quand même vu le stand de United for Cameroon. C'était la chimamélure. C'était la visibilité. On était à la manifestation. On a distribué les flyers un peu partout. Il y a les gens qui ne connaissent même pas United for Cameroon et qui ont su que United for Cameroon est là. Parce qu'on a fait cette marche, on a distribué les dépliants. Même comme on vendait les t-shirts, on distribuait les dépliants. C'est ça la marche. C'est ça l'aspect commercial de la marche qui vise à rendre visibles des organisations, des associations, des mouvements. On ne peut pas organiser une marche, chacun prend son comptoir, il vient, il met là, il fait le pain chargé, il met là pour vendre. Il porte l'eau, il met là, il porte... Non! On ne peut pas faire ça. Quand on fait une manifestation, donnez les stands aux associations. Il y a beaucoup de gens ici dans la diaspora qui ont des associations au pays. Il y a beaucoup, j'en ai même rencontré là-bas. Beaucoup qui avaient des stands, qui vendaient pour des associations. Mais il fallait les approcher pour savoir qu'ils vendaient pour l'association. Il fallait les approcher. Il fallait les approcher. Mais pourquoi est-ce que... Attendez. Aïe, aïe, aïe. Il fallait les approcher pour comprendre qu'ils vendaient pour les associations. Pourtant, les organisateurs doivent veiller à ce que des stands soient bien faits, que des messages soient bien portés.
Si tu vas à une marche pour une association, il faut que ton stand soit à la couleur de ton association. Il faut que les messages que tu mettes là soient des messages pour ton association. Ça peut être les photos de ce que tu fais au Cameroun. Ça peut être, je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux, mais ça doit représenter une association. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Vous pouvez même créer des activités. J'ai vu les enfants là-bas. On pouvait même créer un stand d'activité un peu pour des enfants. Mais tout le monde ne va pas venir préparer le riz sauté ou le pain. On s'assoit là pour vendre. Ce n'est pas un marché. La manifestation n'est pas un marché. Je suis désolée. Ce n'est pas un marché. La manifestation, c'est pour rendre visible ce que les associations font. C'est pour porter des revendications. C'est pour porter des revendications. Attends, je ne lis pas ton commentaire. Attends un peu. Mamadou, tu dis quoi? Que vous aviez un stand. Ah, je ne lis pas ton commentaire. Ah, il y a nuance. Mais je n'ai pas lu ton commentaire. Bon, je reviens sur les stands. Moi, je dis les stands doivent être donnés aux associations pour pouvoir que les gens sachent ce qu'ils font et pour que les gens les aident. C'est ce à quoi doivent servir les stands. Que les associations viennent. Nous n'avons pas vendu pour remplir nos poches. Il y a exactement, Mado. Je suis en train de... On dit la même chose. Un stand pour l'action de solidarité pour les prisonniers embastillés. Oui, mais il faut que ce soit visible. Je ne me comprends pas. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens vendent les choses. Mais qu'on sache, parce que moi, je peux dire que je suis quittée de là sans savoir que tu avais un stand. Je n'ai pas vu ce stand. Est-ce que tu avais mis ce stand-là? Tu as mis les photos des prisonniers. Mado, tu as mis les photos des prisonniers sur ton stand. Tu as mis des messages de revendication, de libération des prisonniers sur ton stand. Dis-moi. Moi, je ne suis pas contre... Ah, malheureusement. Moi, j'étais au stand de United for Cameroun. Hein. J'étais là-bas et je faisais aussi... Ah, bon. J'étais sur le stand de United for Cameroun. Oui. Mais mon problème, c'est qu'il faut que ce soit visible. Peut-être sur votre stand, si vous aviez mis une grande pancarte comme ça, écrit le nom de votre association. Si vous avez mis des messages de libération des prisonniers politiques, j'aurais vu. Je vous aurais vu. Mais il y avait qu'un message. Concevez des grandes pancartes. Concevez des trucs pour votre association. Vous mettez là, association d'entraide et de solidarité pour les prisonniers. Jusqu'à ce que quand quelqu'un vient à la manifestation, il jette seulement ses yeux comme ça. Il voit que ça, c'est une association qui s'occupe des prisonniers. Et vous avez les photos des prisonniers. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Hein, parce que... Ah, c'était écrit sur votre pancarte. Ah, ok, c'est que c'est chouette. C'est que c'est alors chouette. Parce que moi, j'ai vu les gens qui vendaient des trucs là-bas, mais je n'ai pas vu vraiment de quelle association il s'agissait. Ce n'était pas assez clair. Et voilà, donc, pour moi, c'était chouette. C'était chouette si vous avez écrit les pancartes. Pour moi, c'est de permettre la visibilité. C'est pourquoi quand il y a une manifestation, que les associations soient visibles. Je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer, mais je critique
pour qu'on atteigne un niveau des associations visibles. Pour que les gens ne pensent pas que la manifestation, c'est un marché. Pour que quand on va dans un stand, on sait que ce stand... Et il faut faire des dépliants aussi, Mado. Vous avez vu United. United a fait des dépliants. Vous pouvez faire aussi des choses comme ça. Comme ça pour informer les gens. Faites des dépliants sur votre association. Vous décrivez dedans ce que vous faites et vous distribuez. Peut-être si j'avais reçu un dépliant de votre association, j'aurais su ce que vous faites. Mais c'est ça que je dis. Il faut qu'on essaie un peu à professionnaliser nos choses. Parce que les gens qui ont regardé la manifestation se sont rendus compte que c'est comme s'ils assistaient à un marché. C'est comme si c'est un marché. Mais sans savoir que l'aspect commercial est très important dans la manifestation parce qu'elle permet le financement des organisations. Donc, on vend dans les associations, dans les marges parce qu'il faut financer les associations et que les associations doivent bien se faire connaître. C'est pour ça qu'on doit vendre. On doit vendre non seulement le produit, mais on doit vendre l'image de l'association, ce que l'association fait. C'est important parce qu'on ne rassemble pas 3 000, 4 000, 5 000 personnes tous les jours. Et quand on rassemble déjà 3 000, 4 000, 5 000 personnes, ça doit être une grande occasion pour chacun de soigner son image, l'image de son association, de récolter les fonds. Et récolter les fonds de manière professionnelle. Qu'on quitte un peu de notre va tout là et qu'on professionnalise un peu notre manière de nous rendre visibles. Ça va être bénéfique même pour nous-mêmes. Ça va être bénéfique pour nous. Moi, c'est tout ce que je voulais souligner. Exactement. Pour mener les actions 237, il faut les fonds. Et des occasions de récolte de fonds sont aussi des marges. Les marges sont des occasions aussi de récolte de fonds. Il ne faut pas les négliger. Et maintenant, pour pouvoir récolter les fonds lors des marches, il faut qu'on s'organise bien. Qu'on s'organise bien pour récolter les fonds lors des marches. C'est important. Donc, voilà, c'était tout pour ce direct. C'était pour moi, ma manière à moi de dire un peu ce qui s'est passé, de vous remercier. Parce que sur cette même page de Bobitanab, nous avons fait plusieurs directs de sensibilisation pour amener le peuple à sortir vraiment le 2. Et aujourd'hui, nous sommes contents du résultat. Nous avons, vous tous, vous avez vu la grande mobilisation de toutes les entités du combat, de toutes les organisations politiques de la société civile qui s'est passée à Paris le 3, des artistes Willy de Paris, Valsero, le Baleine Blanche, plein d'artistes qui ont fait des prestations fantastiques. Nous leur disons merci. Et voilà, donc ça a été un succès, mais il y a des choses à aménager dans l'organisation des prochaines manifestations. Déjà, donc, je vous annonce ici le concert aussi de Valsero, qui est un artiste qu'on ne présente plus. Voilà, il était aussi à la manifestation à Paris. Donc, ce grand concert aussi sera un rendez-vous de la résistance camerounaise. Ce sera, je crois, le 18 septembre. Voilà, donc, je pense que vous êtes sur la page de Valsero et que vous avez assez d'informations par rapport à l'achat des billets, des tickets et tout. C'est un grand rendez-vous aussi de démonstration de force, de démonstration aussi pour dire à ce pouvoir-là que, et aussi aux artistes sardinards, parce que le zénith de Paris doit être noir, 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 noir de monde. Ce sera le 18 septembre, je pense. Ça doit être noir de monde pour montrer aux artistes sardinards. Vous savez qu'au Cameroun, les artistes ne sont pas avec le peuple. Hein. Les artistes sont avec le pouvoir. Des gens qui chantent Ayop, Ayop, chantent bien, Oye, Oye, Paul Biya, en avant. Parce que on leur donne l'argent. On leur donne l'argent. Ils sont avec le pouvoir. Mais vous voyez que Valsero n'est pas avec le pouvoir. Les Willy de Paris. Donc, il y a beaucoup d'artistes comme ça qui peut-être seront là, ce rendez-vous culturel. C'est de la culture, c'est aussi du combat. C'est tout mélangé. C'est pour ça que je vous ai dit, aucune action n'est à négliger. Moi personnellement, je ne suis pas genre concert. Je ne suis pas quelqu'un qui va au concert et tout. Ça ne m'intéresse pas vraiment beaucoup. Bof, chacun est comme il est. Hein. Mais le concert de Valsero,
Pour moi, ce n'est pas juste un concert, mais c'est un rendez-vous de la résistance, c'est un rendez-vous pour montrer le rapport de force, pour maintenir la flamme de la révolution, hein, pour secouer le régime, parce que ça, vous le savez tous, Bassero, il a fait la prison, c'est un prisonnier politique. Donc voilà, seulement le fait qu'il est un prisonnier politique, il est aussi une menace pour le pouvoir, il est une menace. Donc, soutenons donc l'artiste Valsero. Merci à vous d'avoir suivi ce direct de Bobitanap. Merci à Madeleine, Maman Mado. Merci à... Merci à... Attends, j'ai lu le commentaire. Maman Agnès, merci. Merci à vous tous qui avez partagé. Merci Ivana Krom. Merci Rodolphe. Rodolphe, bonjour. Merci Eugénie. Merci Alain. Rodolphe qui demande si je suis mariée. Bon, là, je te réponds pour, pour, pour terminer le direct. J'espère que tu es encore connecté. Effectivement, je suis mariée. Hein. Je suis pas... Effectivement, oui, je suis mariée. Mère de beaucoup d'enfants. Hein. Mariée, mère de beaucoup d'enfants. Donc, voilà, merci à vous. Et soyons toujours déterminés. Ne ratons pas. Allons toujours au rendez-vous du combat. S'il y a un rendez-vous du combat, rendons-nous. On ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas le caillou qui tue l'oiseau. On ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Tous les rendez-vous du combat, soyons présents pour maintenir cette flamme, pour maintenir la flamme de la résistance qui est en nous. C'est important d'être à tous les rendez-vous du combat. Donc, merci à vous et bon après-midi. Ciao, ciao.